je suis Mafia Qu'un Free, et tout le monde a dit waouh, mais. Est-ce que tu sais à l'avance ce que tu fais quand tu connectes un Kerry avec un DJ Mehdi? Ces deux connexions, ça allait être monumental. C'est la passion avant tout. S'il n'y a pas la passion, on peut rien faire. Quand j'ai arrêté le basket, quand j'ai arrêté le hip-hop, en fait, je me suis resitué et savoir en fait qui j'étais vraiment, quoi. Est-ce qu'il y a des règles justement pour monter un collectif? S'il n'y a pas la valeur humaine qui est compatible avec ce que tu vas démontrer sur le terrain, ça peut pas marcher. Toi, ce serait quoi ton message à la jeunesse? Monter étape par étape, ce mental de fer, c'est des mecs qui ont toujours eu ce mental, quoi. Pas lâcher, recommencer jusqu'à temps que tu réussisses. Et c'est ça pour moi. Dans la tête des gamins, il faut que ça soit solide là-dedans. Et pour que ça soit solide, il faut être bien accompagné. Le partage, il n'y a pas plus grand comme amour en fait. C'est quoi le truc qui t'a le plus inspiré dans ta vie? Ou la personne? Le sens n'est pas une destination, c'est un chemin qu'on construit petit à petit. Moi, c'est Adrien Scat, photographe et réalisateur à impact. À travers Sens, je t'emmène au cœur de projets qui transforment des vies et redonnent un vrai sens à l'action humaine. Ces histoires sont celles de femmes et d'hommes qui, en cherchant un sens à leur vie, ont trouvé la force de changer le monde autour d'eux. Avec Sens, on explore ces récits inspirants, on apprend, on s'émerveille et surtout, on découvre comment toi aussi, tu peux faire bouger les choses. Parce que oui, chacun mérite d'avoir un impact. Rejoins-moi dans cette aventure et laisse-toi inspirer par des projets qui prouvent qu'ensemble, tout devient possible. Les amis, bienvenue dans le podcast Sens. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un qui me fait très plaisir de recevoir. Un monument vivant, comme on dit. Manuké. Ouais, merci. Comment tu vas? Super, et toi? Ça va? Ça va bien, merci. Ouais. Merci d'être là, merci de prendre le temps. Yes. C'est vraiment un honneur et je suis trop content de parler de ça avec toi. Quand j'ai créé Sens, j'ai pensé au début à faire que des associations. Ouais. Et après, j'ai pensé à toi. Et je me suis dit non, parce que c'est exactement le genre de profil qui m'intéresse. D'accord. Pourquoi? Parce que justement, moi, ce podcast, il est dans l'idée de chercher du sens. Comment on fait pour trouver du sens dans sa vie? Et je trouve que le sens, il dépend de plein de choses. Tu vois, c'est un parcours, j'aime bien dire que c'est pas une finalité, le sens, c'est plutôt un parcours de tous les jours. D'accord. Et je trouve que des gens comme toi, ils sont là ils ont aidé beaucoup de gens à trouver du sens dans leur vie. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça. Yes. J'ai envie qu'on parle de comment tu as pu aider les gens à trouver leur sens et à comment on peut dire, exceller dans ce qu'ils font. Mais aussi comment toi, à travers tout ça, t'as trouvé ton sens aussi. Parce que c'est aussi ça qui est important. Ça, tu vois, on parle toujours des gens qui aident, mais on dit toujours que les aidants, c'est les premiers qui partent. Bien sûr. Et donc ne pas rester toujours en position d'aidant, mais aussi d'être cette personne qui s'accomplit elle-même en accomplissant les autres. Exactement, c'est intéressant. Et on va être là aussi pour parler du nouveau livre. Du nouveau livre. Ouais. Nouveau livre, Mental de fer. Ouais. Et voilà. Donc, trop cool. Je vais te laisser juste te présenter. Ça m'intéresse de savoir comment tu te présentes, parce que moi, je pourrais te présenter de 1000 façons. D'accord. Mais j'aimerais bien savoir comment tu te présentes, donc présente-toi. Voilà. Ne te connaisse pas. Manuel Coudray, plus précisément connu sous le nom de Manuké, ancien activiste du monde du rap, 30 ans de hip-hop, une carrière qui a commencé à Orly dans le 94, puis a émergé autour de la Mafia Qu'un Free, avec la Mafia Qu'un Free. Et on a fait plein de choses, des albums, on a amené plusieurs générations avec nous, on a introduit des gens, a amené une génération où personne ne nous attendait. Et puis voilà, pendant 25 ans, ça a été de succès, de folie, de tournées, de plein de rebondissements. Et puis voilà, c'est une carrière enrichissante avec... bien sûr, avec des épreuves, bonnes et moins bonnes, mais ce qui compte, c'est l'histoire. Et puis, je suis fier de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es quoi? Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est en plein développement, toujours. Hein. Je cherche à chercher plein de choses. Et aujourd'hui, je suis à la fois entraîneur de basket, aussi dans l'associatif. L'associatif, c'est pas étonnant, c'est les choses que j'ai fait fédérer, c'est les choses que je fais depuis longtemps. Donc, il n'y a aucun étonnement par rapport à ça. Mais je suis dans le milieu de la jeunesse, j'aide les gens à développer leur savoir, développer un peu ce qu'ils font dans la vie et comprendre comment on cultive notre art, notre passion à emmener les choses un peu plus belles qu'elles sont, quoi. Dans ta présentation, t'as fait que dire on. Ouais. C'est qui on?
Ah, c'est vrai, on pourrait dire jeu, voilà. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça pose ton positionnement. Tu fais partie des membres fondateurs, si ce n'est le membre fondateur de la Mafia Qu'un Free. Ouais. La Mafia Qu'un Free, c'est un groupe. Ça a été quoi? C'est quoi l'importance du groupe pour toi? L'importance du groupe, le collectif, parce qu'on ne fait rien jamais tout seul. On est forcément aidé par quelqu'un, forcément inspiré par quelqu'un, et on ne peut rien faire tout seul. Même si on commence tout seul, mais il nous faudra des alliés pour aller un peu plus loin. Voilà, on connaît la phrase magique, voilà, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et forcément, elle est vraie, cette phrase, quoi, tu vois. Ça, toi, t'en as toujours été conscient, ou comment tu penses que finalement t'en es arrivé à créer ça et sentir que, bon, pour replanter un petit peu le rap, etc., à l'époque, on était plus sur peut-être des duos, ou alors, voilà, on n'était pas trop sur ce côté. Et surtout, la Mafia Qu'un Free, c'était pas un groupe, c'était plus un collectif. Exactement. C'était un collectif. Ouais. Et donc, c'était plein d'individualités, plein de groupes, Bien le sûr. 113, voilà, etc. Mais tous ensemble. Ouais. Et comment tu vois ça, en fait? Quel est le pourquoi tu t'es dit, tiens, il faut qu'on soit ensemble? Bah ça devient souvent de ma mère, parce que quand j'étais très petit, j'avais de l'âge de 5 ans, ma mère arrivait à faire venir, on avait une grande maison à la résidence Anotera à Orly, elle arrivait à faire venir ses tantes, ses petites cousines, et essayer de leur cultiver un peu le sens de la France, qui était venir s'installer, et puis se construire une vie. Et ma mère, elle avait ce côté-là de venez à la maison, elle est grande, vous payez pas pour l'instant, je vous nourris, moi je travaille dans les hôpitaux, vous avez rien pour l'instant. Puis je voyais des gens débarquer, elle dit ah, c'est ta tante. Et quand j'allais au pays, je voyais la même personne, mais en fait c'était pas ma tante, c'était juste des gens qui demandaient l'hospitalité. Et ça, je l'ai retenu, je l'ai vu depuis petit. Donc je me suis dit, en grandissant, il y avait tellement de joie là-dedans, c'était vraiment des années, des belles années. Et je me suis dit, en grandissant, pourquoi pas, si j'arrive à faire quelque chose, que moi, je suis assez mature pour instruire les gens, pourquoi pas les faire, surtout que je n'avais pas de petit frère, tu vois. Et le premier homme qui est venu, c'est Kerry, tu vois. Ouais. Et je voulais juste resituer un truc, je ne suis pas le fondateur de Mafia Qu'un Free, mais je suis l'un qu'on fait partie de l'un des membres, tu vois. Est-ce qu'il y a eu un fondateur finalement? Est-ce qu'il y a eu un fondateur? Oui, quelqu'un, on va dire, c'est Douma le parrain qui a crié « Je suis Mafia Qu'un Free » et tout le monde a dit « Waouh, mais c'est un peu lui qui a incité le truc à devenir ce fer de lance, ce truc-là. » Mais après, moi, je suis l'un des fondateurs parce que j'ai eu cette pierre à l'édifice et d'emmener cette naturalité qui était musicale d'abord, en priorité. Voilà. Justement, c'était de là où je voulais en venir, et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Moi, je te vois, avant de préparer l'interview, je m'étais dit, toi, finalement, tu es quelqu'un qui arrive à sublimer le talent des gens. T'as réussi t'es un dénicheur de talent. Ouais. Et finalement, tout à l'heure, tu m'as dit, mais en fait, je suis juste quelqu'un je connecte les gens, je suis juste un pont. Et moi, je balance. Kerry, DJ Mehdi, mettez-vous ensemble. Ouais. Et la sauce, elle prend. Ouais, moi j'aime bien. Et justement, et du coup, dans Mafia Qu'un Free, ça a été ça un peu ton travail, on va dire, c'était de connecter. C'est quoi l'importance? Et justement, là, on arrive dans le sens, dans tout ce qui est associatif, dans tout ce qui est projet pour moi. C'est quoi l'importance de connecter les gens? Allez, l'important, c'est de connecter les gens. L'important, c'est des gens qui sont des univers des fois différents. Et ils arrivent à se connecter pour amener plein de valeurs à chacun. Tu vois, peut-être lui, il connaît pas, lui, il connaît plus ça, ils se connectent. Et ils se délivrent des messages et forcément, ah ouais, tu connais ça. Moi, je te parle de ça, tu connais pas, et toi, c'est le fait d'échanger plein de choses. Et d'échanger, on peut être connecté à 2, à 3, à 4. C'est un peu tout un puzzle qui se construit au fur et à mesure. Et moi, je trouve ça important, quel que soit, dans le sport, dans le milieu associatif, on va dire aussi dans les grands instituts, les gens qui arrivent à se connecter facilement, et c'est comme ça qu'ils font ensemble et qui fédèrent plus, on va dire, plus solidement et dans le temps. Voilà. Et quand tu présentes quelqu'un, on reprend toujours le même exemple parce que c'est, on va dire, le duo qui a fonctionné sûrement le plus, et peut-être même pas d'ailleurs, mais en tout cas qui est connu. Est-ce que tu sais à l'avance ce que tu fais quand tu connectes un Kerry avec un DJ Mehdi, ou est-ce que
c'est juste comme ça, ou est-ce que c'est intentionnel finalement de se dire le truc, vous deux là, allez parlez-vous. Ou est-ce que c'est plus, voilà, c'est la vie, tenez, rencontrez-vous et puis ça prend. Ah non, je le sens le truc, c'est ça. Ouais. Faut pas longtemps pour ressentir des talents innés, des trucs de... C'est tout un art, ça, se sentir, les mecs, ils ont tellement de... Tiens, à un jeune âge, Mehdi à l'époque à 14 ans, Kerry en a un peu moins, tu vois. Et tu sens qu'il y a trop de talent, ils ont des choses à se connecter, ils ont des choses à dire même sans se parler. Ils ont des choses à dire sur scène, dans la vie. C'est inné, ça, tu vois. Tu vois, un mec comme Mehdi, un mec comme Kerry, tout jeune qui se rencontrent et qu'ils ont un art à développer, un art forcément qui vient d'exister, qui est tout jeune, aujourd'hui qui a 50 ans. Et quand ils découvrent, l'art, il a à peine 20-30 ans, tu vois. Et ils ont tellement de choses à explorer, tellement de possibilités d'aller encore plus loin. Et ils le découvrent tout juste, donc ils ont un potentiel énorme. Donc ils vont se le raconter à travers des scènes, ils vont se raconter à travers des discussions, à travers les studios. Et comme ça, ils vont faire grandir leur popularité, leur art, leur développement. Tout ça va grandir à travers une culture qui est forcément pas open à l'époque, hein, c'était dur, on avait très peu de groupes. Bah, eux, ils construisent leur art comme ça, et moi, je le savais déjà, que ces deux connexions, ça allait être monumental. C'était le côté passionné, tu penses? Ouais, c'est la passion avant tout. S'il n'y a pas la passion, on ne peut rien faire. Et c'est surtout ce faire, j'adore dire ça, quoi, ce mental de faire. C'est des mecs qui ont toujours eu ce mental, quoi. Ouais, ce qu'on disait, c'est en fait, il faut faire. Ouais, c'est ça. Il faut juste faire, et c'est des gars, ils ont fait. Ouais, avec rien, on le voit dans le documentaire sur DJ Mehdi, il avait rien. Exactement. Et il te montait une boîte à rythme, et il te montait le truc, il faisait, tout simplement. Et c'est ouf. Bah, du coup, on peut faire le cross avec le livre. Mental de fer, parle-nous de cet ouvrage. Bah, Mental de fer, c'est assez... on va dire que dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle la synchronisation de l'univers. On va dire que ce livre arrive dans un moment comme ça, tu vois. Je commence Le meilleur pour tous, le livre, et je fais une rencontre d'une amie à moi que j'ai vue dans les années 95-96. Elle me dit que sa fille, elle chante. Elle est dans le livre, c'est Anjali Denis. Elle me dit que sa fille, elle chante, elle fait des instruments. Je dis, je passerai un de ces quatre. Et puis, je la revois, elle me dit, mais passe écouter ma fille. Et je passe chez elle, je vois sa fille avec un grand piano. Et puis, pour la tester, je dis, joue-moi Stevie Wonder. Je lui délivre un titre et elle me le joue. Je vais un peu plus loin. Joue-moi Michael Jackson, tel titre. Elle me le fait, je dis, là, c'est sérieux quand même. Je tape la discussion avec elle. À cette époque-là, elle a 15 ans, la gamine. Super instruite, elle joue tous les instruments. Depuis 5 ans, elle est dans le solfège. Et elle me parle de musique, elle me parle comme si une grande personne, elle connaît tout. Je dis, hey, Anjali, c'est ce qu'on va faire, on va faire une interview. Toi et moi, on va faire une interview. Elle me dit, pas de problème. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai la réflexion de me dire, mais je rencontre des gens, il y a tellement de gens que je connais. Pourquoi pas faire un livre où je vais parler des gens, hommes et femmes, qui ont des parcours assez fulgurants comme ça. Mais je ne parle pas de faire des études et gagner des diplômes, d'avoir des... Non, je parle de parcours fulgurants, en ayant eu des freins, de passer par là, ce mental de faire les choses, d'aller au bout des difficultés, de s'en sortir avec les proches, par la grâce de Dieu, dans la spiritualité. C'était ça qui était important dans le livre. Donc, avec un premier entretien avec Anjali, qui dure à peu près 2 ans, elle me raconte comment elle est rentrée dans la musique, ce qui l'a fait émerger au moment du Covid, à chanter pour les gens, voilà, je ne vais pas spoiler le livre, mais à chanter pour les gens dehors à 20h, quand les gens applaudissaient. Et de plus en plus, il y avait des gens qui venaient, bravo, bravo. Et elle était un petit peu repérée comme ça, tu vois. Et il y a plein de parcours comme ça dans ce livre. Je parle de, tu connais, Binka Disso, voilà, t'en fais partie, t'as réalisé ce documentaire. Et ce qui est fou encore, c'est l'une des plus belles entretiens parce que on l'a fait chez moi. Ouais. Et cet entretien, on aurait pu faire, on se voit là-bas, à Paris, au McDo. Ouais. Et après, je l'ai dit, attends, on est plusieurs, elles sont plusieurs. Et pour s'asseoir, parler vraiment de ce parcours, on va vivre le parcours. Et qu'est-ce que j'ai dit? On prend un petit plat chacun de différentes naturalités, de domaines. On se pose chez moi et on fait l'entretien. Ouais. Vous êtes tous arrivés à 19h, on est reparti à 23h30. Ouais. T'imagines?
On a discuté de la vie, on a discuté de tout. On a discuté de ce périple du Binka, on a discuté des hommes, des femmes, du monde entier. Ouais. Et l'interview est monumentale, quoi. C'est ça, moi, cette richesse de connexion, de mental de fer, et c'est ça que j'ai voulu délivrer. Forcément, c'est le collectif qui puise là-dedans. En fait, t'as un passionné d'humain. Ouais, c'est ça. Ouais, il disait, Abdelmalik, que l'humain, voilà, c'est... Moi, je suis dans l'humain à fond, quoi. Ouais, tu vois. Oui, c'est des livres ouverts. Chaque humain est un livre ouvert, finalement. C'est ça, exactement. Et je trouve intéressant parce que, bah voilà, Manuké, t'as toujours poussé des gens, t'as toujours été l'homme de l'ombre. Et aujourd'hui, tu te retrouves à faire un livre qui parle encore de gens. Ouais. Et parce que t'es intéressé par ces gens-là. C'est quoi comment tu te nourris de tout ça? Est-ce que finalement, c'est pas ça qui te donne du sens à toi, ta vie? Ah bah ouais, bien évidemment, ça me nourrit, ça, tu vois. Je disais encore, il n'y a pas longtemps, tu vois, le fait de passer des diplômes, quand j'ai arrêté le basket, quand j'ai arrêté le hip-hop, en fait, je me suis resitué et savoir, en fait, qui j'étais vraiment, quoi. Après 25 ans, 30 ans de musique, ouais, je montais sur scène, j'étais en studio, tous les soirs, une vie assez avec des montagnes russes et tout, gagner de l'argent, pas beaucoup d'argent, des fois de l'argent. Bah ouais, mais après 30 ans, qui on est vraiment? Ouais. On ne sait pas trop. Finalement, se replonger dans les études, se construire différemment, explorer des nouveaux horizons. Et là, je prends du recul, je dis, attends. Et là, je cherche à me construire, mais il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. J'ai repris les études, tout ça, les constructions à partir de 2012-2013. Et il y a une dizaine d'années, après un moment, j'ai eu un coup de mou vers 2016. Et je me suis reconstruit, me dire qui je suis vraiment. Ah ouais, et pas à pas, je me construis. Et là, j'apprends à me connaître. Et puis aujourd'hui, en 2025, je sais précisément ce que je veux pas, et comment je le veux, et qui je suis vraiment, tu vois. Et c'est ça qui me nourrit, de faire des entretiens à travers des différentes personnes, comprendre leur construction. Et moi, des fois, je me ressens à travers ça. Ah, on a fait ça, nanana. Et je me ressens, et puis ça me nourrit, ça m'apprend à connaître chaque personnalité. Et des fois, je prends des petites notes. Putain, c'est trop beau ce qu'il dit. Tu vois, un exemple, par exemple, j'ai fait l'interview d'Amarassi, qui est quelqu'un super connu dans le monde du basket, qui a plus de 18 ans de LNB, qui a joué dans des pays d'Europe, tout ça. C'est très, très dur à l'avoir. Pourtant, on est connectés toute l'année, on va au Quai 54, on a différents amis en commun. Et un jour, je suis en train de dormir, je lui dis c'est con, on fait une interview à Amara. Et je suis en train de dormir, il me dit ouais, tu fais quoi là? Il me dit viens One Ball. Tu vois, des trucs qui sont magiques comme ça, j'adore ça. Viens One Ball, et je suis à 20 minutes. Je prends ma voiture, je me lave, j'arrive, hop, on fait l'entretien, il dure 2 heures. Et il me raconte un peu comment il est dans le basket. Aujourd'hui, il est directeur sportif de Paris Basket. Il me raconte un peu son développement, qu'est-ce qui l'inspire à travers tout ça. Et voilà, c'est riche c'est riche en émotions, et on a beaucoup rigolé à travers cet entretien. Et je te parle pas que de lui, il y a Abiguet, Olivier d'Almeida, il y a Ariatis, et tout ça ont des parcours différents, mais finalement, la finalité, c'est que tout le monde a une évolution fulgurante, et ils sont arrivés au bout de leurs rêves. Et c'est ça qui est beau là-dedans, tu vois. Voilà. Carrément. Ouais. Et est-ce que, du coup, en fait, de faire des interviews avec les gens, ça te permet, toi, de mettre des mots sur peut-être quitter. Exactement. C'est quoi qui est ressorti de cette introspection un peu de toi? C'est un peu de toutes ces interviews. C'est de dire qu'ils ont commencé un petit peu comme moi. Petits, ils ne savaient pas très, très bien où ils étaient. Il y avait quelque chose qui les passionnait. Finalement, ils ont eu l'aval des frères et des parents. Forcément, des fois, on est retenu. Non, tu vas quitter le pays. Très jeune, partir en centre de formation ou à l'étranger, c'est un peu difficile. C'est ce qui m'est arrivé, très jeune, je voulais faire du hip-hop, ma mère ne voulait pas. C'est mes frères ou des amis qui ont dit laisse-le, il va vivre de sa passion. Et puis, je me ressens un petit peu dans ce qu'il raconte, tu vois. Et il y en a qui sont partis aux États-Unis, construire leur passion. Il y en a qui sont partis en centre de formation à l'âge de 14-15 ans. Et je me reconnais un peu dans ça, d'avoir la validation des frères ou des sœurs et d'y croire. Et puis mes frères, ma mère ont toujours cru en moi, tu vois. Et ils savaient que je ne faisais pas de bêtises, donc j'avais un peu cette validité de fais ce qui t'intéresse, mais évite la prison, la drogue, les folies, quoi, tu vois. Et moi j'ai vu, depuis l'époque de mes grands frères, quand je leur demandais, moi j'étais petit, je voyais des trucs et je leur demandais, mais il est où un tel?
Et il me répondait à lui, après en me renseignant, je savais que le mec il était mort, soit par scie, soit par, voilà, il y avait à l'époque, il y avait le HIV, tout ça. Et je savais que ouais, c'est soit par des trucs de fou, quoi. Je me dis, mais jamais j'irai dans des trucs comme ça. Parce que mourir très jeune, tout ça, c'est une difficulté, toi. Et donc voilà, après tous ces parcours m'ont vachement enrichi. Et c'est pas seulement l'instant T, c'est le fait de les construire après. Tu prends l'histoire en audio ou à l'écrit, et après je les construis, j'essaie d'amener une cohérence. Ouais. Forcément, je leur fais écrire, je leur fais lire ce qu'ils ont dit, et puis on ajuste ensemble. Et puis ils disent ouais, c'est quand même une belle histoire. Et puis voilà, je la fais découvrir à tout le monde. Ça, c'est super inspirant, premièrement. Et dans le développement, c'est monstre, quoi. Ouais. Aujourd'hui, du coup, tu es coach, en partie en tout cas, tu es coach de basket depuis même longtemps. Le basket, ça fait partie de ta vie depuis tout le temps. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec Sira Silla, que je crois que tu connais, bien sûr. Qui vient de la même ville que moi aussi. On était à Dakar, on parlait de tout ça, et elle a utilisé le basket comme safe place pour les femmes, pour pouvoir parler d'autres choses. Toi, les terrains, aujourd'hui tu es coach, donc tu vois tous ces gens qui viennent, il y a sûrement 95% qui ne deviendront pas professionnels et qui en vivront pas. Mais tous ces gens-là aujourd'hui ils sont sur le terrain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur les terrains avec toi en tant que coach, avec tout ce background que tu as, tout cette... Qu'est-ce que tu vois dans cet éveil à travers le sport, à travers tout ça? Moi, je vois qu'il y a deux façons de faire. Il y a ceux qui viennent à la salle pour prendre du plaisir, se disant, voilà, je viens prendre du plaisir, mais il y a toujours cet esprit de fight, de vouloir performer. Et il y a ceux qui viennent pour essayer de construire une carrière, avoir un développement, parce que, bien évidemment, maintenant, il y a beaucoup de jeunes Français en NBA, mais c'est dur quand même, la place n'est pas acquis. Donc je vois plein de belles choses, plein de gens motivés, mais en fait, les gens qui sont en NBA ne sont pas là, ne sont pas venus à l'instant T. Il y a un chemin qui est venu derrière, tu vois. Quand les gens ils vont à Wembayama, il n'est pas arrivé de métropolitaine, c'est partir en NBA. Il y a un chemin qui est fait derrière. Et c'est ça, les jeunes doivent comprendre. C'est ça qu'ils doivent comprendre. Qu'il y a un chemin qui est créé depuis longtemps. À partir de là, ils se construisent peu à peu. Mais ce que je vois, c'est qu'il faut très très bien être entouré, hormis tout ça. Il faut vraiment être bien entouré, tu vois. Il y a des gens qui ont leur préparateur physique, leur kiné, même jusqu'à leur coiffeur, leur chef cuistot. Ils investissent sur eux-mêmes à être prêts pour quelle que soit la destination. Et ça, c'est le manque à gagner qu'il y a dans les basketteurs. Oui, on sort du pôle, on sort de l'INSEP, on veut aller en Pro A tout de suite, on veut aller monter étape par étape. Monter, s'il faut aller en Pro B, et monter, redescendre, aller en Pro B pour performer, allez en Pro B. Même les filles, allez en Ligue 2. Montez petit à petit, étape par étape. Allez même en NF1, Ligue 2, montez. Essayez pas de monter tout de suite les hautes marches pour vous dire « Ah, je suis là-haut, mais je fais le banc pendant 40 minutes. » Mais comment vous voulez progresser? Allez dans votre potentiel, mais allez où vous vous sentez bien. Si c'est en Ligue 2, vous allez progresser à force de travailler. Mais essayez de ne pas monter les marches. Donc c'est ça qu'il faut inculquer aux jeunes. Et avoir des belles personnes qui vous suivent, des entraîneurs qui sont là à s'investir pour vous, et pas des mecs qui viennent comme ça, prendre l'oseille, je pars. Non, c'est tout un programme. Donc je le vois ça en deux parties. Il y en a qui viennent s'éclater, il y en a qui cherchent à... il y a plein de talents, je pense, qui vont apparaître. Il y a plein de gens exceptionnels qui jouent à travers le monde. Au Dom-Tom, en Afrique, le pays africain est un développement immense depuis la balle, tu vois. Et je pense qu'il y aura quelque chose qui va se faire. Je pense que tu en as parlé aussi, ça, de la balle, qui est une institution aussi qui rejoint les États-Unis, qui a un financement là-bas. Et je pense que voilà, le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire ont des choses à développer. Puis je pense que les gens ont conscience de ça. Mais on a des très bons formateurs, mais maintenant il faut que dans la tête des gamins, il faut que ça soit solide là-dedans. Et pour que ça soit solide, il faut être bien accompagné. C'est marrant que tu dises ça parce que finalement, on s'est connus sur le film de Binka Disso au sommet. Il y a 2 jours, on était en train de le projeter à Bruxelles et il nous demandait qu'est-ce qu'on a appris de tout ça. Enfin, il y a quelqu'un qui nous a posé la question, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça, de cette ascension. Et en fait, on s'est toujours rendu compte que
seule chose qu'on a appris et qui est finalement ce que tu viens de dire, c'est petit à petit. Ouais, c'est ça. Cette montagne-là, elle est géante, elle fait 6000 mètres. Ouais. C'est nos pieds qui vont nous emmener, mais pas, ils font pas des milliers de mètres. Un pas, c'est 1 mètre, ça fait pas plus. Exactement. Ouais. Et mètre par mètre, on va y arriver. Ça va prendre 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Mais petit à petit, on va y arriver. Ça sert à rien de courir, on va s'essouffler. Ça sert à rien de tout ça, il faut qu'on soit ensemble. Ouais. Et du coup, moi, je trouve que ce film-là, en vrai de vrai, je pensais pas que ça allait être aussi fort en termes de message, mais je me suis rendu compte qu'il y a vraiment toute l'allégorie de la vie. Et là, tu l'as dit pour le basket, mais en fait ça marche pour la vie, c'est juste que les gens sont trop pressés aujourd'hui et ils veulent aller tout vite ou sauter des étapes, et je trouve que tu as un bel exemple. Tu vois, là on parlait de partir, d'explorer après tout ce que tu as vécu, de continuer d'être humble, on va dire, envers la vie, et de se dire on va continuer à explorer, et parce que c'est petit à petit. Bien sûr. Et si j'ai raté un truc, bah, je vais retourner un peu en arrière et c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Donc très très cool. Je voulais te... Moi, Mafia qu'un free, c'est Kerry. On n'est pas condamné à l'échec. Je pense que c'est sûrement la phrase la plus connue du rap, pour moi en tout cas. Et c'est surtout la phrase qui est le plus restée dans la tête de ma génération, je crois, qui avons grandi avec ça et qu'on disait on n'est pas condamné à l'échec, et on disait bon, d'accord, on n'est pas condamné à l'échec. Et je trouve que c'est un vrai truc inspirationnel. Ouais, c'est vrai. En tout cas pour ma génération, j'espère que les prochaines générations ils auront aussi cette phrase dans la tête. Ouais, j'espère. Pour toi, il y a quoi derrière cette phrase? Bah, il y a plein de... Je dirais qu'il y a plein de signaux, déjà plein de valeurs. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez, il n'y a rien qui vous condamne, quoi. Faites. Qu'est-ce que vous risquez, quoi? Faites les choses, qu'est-ce que vous risquez? À part gagner, qu'est-ce qu'on risque? Cette phrase, elle signifie ça, tout simplement. Mental de fer. Mental de fer, ouais. J'ai bien... Je suis content parce que, tu sais, quand j'ai fait Mental de fer, au début, c'était F-R-E. Je prends, je dis, mais putain, il y a trop de livres qui s'appellent Mental de fer. J'ai pensé un soir, et les faire, F-A-I-R-E. Let's go, on parle là-dessus. Et quand je parle, et puis, l'autre fois, il y a Abigail qui était aussi une grande joueuse professionnelle, qui est une grande joueuse professionnelle qui est dans le livre, qui a un parcours monumental, internationale française et tout, et puis... c'est là, je lui dis, non, mais c'est F-A-I-R-E. Chez moi, je dis ça, elle me fait, ah ouais, je vois le truc, mortel. Et voilà, c'est une gamine qui a été formée à Orly, mais qui est partie après très vite dans les centres de formation. Donc on s'est pratiquement jamais parlé, mais son papa venait me voir coacher. Et puis j'avais toujours il avait toujours ce truc pour ses filles. Ouais, mes filles jouent là, elle va bien, Abby, tout ça. Et puis j'ai dit, un jour, il faut que je fasse quelque chose avec Abby. Et puis là, je l'ai fait dans Mental de fer, c'est magnifique parce que son histoire est, pour moi, c'est grand, ce qu'elle raconte, ce qu'elle propose au basket et même dans la vie, comment elle voit la vie dans 5-6 ans, comment elle voit... Franchement, c'est beau, c'est à travers son parcours associatif aussi, c'est super beau. Et puis il y a plein de parcours comme ça, inspirants dans le livre. Tu as Diandra aussi, qui a une association, une ancienne internationale française, et elle, son association qui est Take Your Shot, qui fait, qui amène une visibilité sur les jeunes femmes à Pierrefitte qui sont un peu, on va dire pas dévastées, c'est un peu grand, mais on va dire qu'elle aide les femmes dans la précarité, sociale, à se reconstruire et à avoir une école. Voilà, elle a ouvert une école il n'y a pas longtemps. Et puis je trouve ça vraiment, c'est les gens qui s'investissent comme ça c'est monumental, quoi, tu vois. Et voilà, il y a cette histoire aussi dans le livre et je trouve ça trop beau, quoi. Ouais. Du coup, dans le livre, il y a 15 histoires, tu m'as dit? Ouais, exactement. 15 histoires, donc d'une personne ou plusieurs, parce que là, pour le coup, nous, on était plusieurs. Ouais. Ça sort quand? La sortie est prévue pour le 13 mai 2025. Ouais. Les précommandes arriveront dès le 8 avril. On pourra le commander en exclusivité, c'est un livre collector, avec plus de 300 pages sur mon site, mon Shopify, vous aurez toutes les annonces, ça va arriver très très fort, très très lourd. Et voilà, la création a mis du temps à se faire parce que je voulais vraiment passer le level au niveau de la qualité, au niveau des infos dedans, des belles images qui sont significatives avec les gens qui ont parcouru dans ce livre. Vraiment, c'est un livre qui a été avec de la quali et puis je suis super content, quoi. Ouais. Comment on en arrive à faire
des livres, parce que finalement t'es à ton 3e. Ouais. C'est ça, 3e, hein. Ouais, c'est le 3e livre. T'en es à ton 3e. Comment on passe du rap, la musique, le basket, à faire des livres? Bah, c'est des histoires, tout simplement. C'est des histoires, c'est des écrits, c'est de l'inspiration et l'accompagnement des gens qui vont nous relire, nous remettre en forme, ajuster les fautes d'orthographe. Mais nous, on a juste à donner cette inspiration, écrire avec vraiment des idées qui sont propres à Mounoué, inspiré aussi, je pense. Et ce livre c'est un long cheminement, parce que j'ai dû m'arrêter un moment. J'avais plein d'informations sur tout le monde. Je dis, c'est un peu dur là, j'ai plein de choses à faire. Il y avait les formations, il y avait le meilleur pour tous qui est sorti. Et cet été, quand j'étais en Espagne, c'est là j'étais à un endroit magnifique où voilà, il y avait que à se détendre et bosser. Et le soir, vers 20h, il faisait beau. J'étais là en débardeur et j'écrivais. J'ai dit allez, c'est reparti. On a juste sur Mental de Fer. Et là, j'ai vu tout le développement arriver. J'ai commencé à construire. J'ai appelé Alex Wise, qui est un grand artworker qui a bossé vraiment sur Made in France. Et je lui dis voilà, je voudrais que tu partes sur la construction de mon artwork à travers mon livre. Il me dit envoie-moi les photos et puis let's go. Je vais à Paris Basket un soir, regarder un match et sur les réseaux je vois une photo de moi. Et c'est inattendu. Je dis bah putain, défonce la photo. C'est qui a pris la photo? Et puis on me dit je contacte le mec. Tu te rappelles plus? Non, je sais même pas qu'on m'a pris en photo là-bas. Okay. Je contacte le mec et je lui dis mais c'est toi qui m'as pris en photo là? Je lui dis mais elle est mortelle la photo, ça te dirait de faire des photos pour mon livre? Il me dit ok, je trouve un lieu, on est parti, tu vois, je te dis ce livre a été, c'est un livre encore magique quoi. Et j'envoie ça à Alex, il me dit mortel et tout, je vais te faire un truc, tu me dis ce que t'en penses. Il m'envoie une photo, je lui dis ouais, c'est bon, on part là-dessus. Et puis on a construit à travers le livre, voilà, et pareil, sur la construction du livre, je me promène en province comme ça. Je dis bon, Alex, je lui ai dit, j'ai envoyé les photos. Je lui ai envoyé les photos, mais je sais pas comment construire le truc, tu vois. Et il me dit ouais, les photos, tu vois quoi? Mais moi, je ne voyais pas. Je m'arrête à une vieille station d'essence où on voit les stations de province, là où il y a 3 personnes dedans. Et je vois des espèces de gros livres et tout, et je vois un super livre de John Lennon. Ouais, John Lennon, je dis putain, livre 8 €, John Lennon, un gros bouquin comme ça, un album collector et tout. Et je lis, et putain, ça ressemble à mes photos un peu sombres, J'envoie une capture d'écran à Alex, et il me dit putain, c'est beau ça. Je lui dis bah refais-moi ça, je t'envoie les titres et fais-moi ça. Tu vois le truc qui s'emboîte comme ça, et quand il m'envoie ça, je dis c'est ça. On part là-dessus, on calligraphie sur ça, let's go, on va là-dessus. Et puis voilà, il m'a envoyé le truc et j'étais super content parce que c'est quelqu'un qui avait déjà bossé avec nous à l'époque du 113, sur la pochette du 113. Et de le retrouver, le remettre dans le bain, surtout sur un livre, c'est des choses qu'il a déjà faites. Et puis voilà, moi je suis content aujourd'hui, sans en faire trop, à juste milieu, à juste valeur. Et on trouve un terrain d'entente et surtout pour les gens qui sont dans ce livre, que ça soit beau, au moins qu'ils découvrent leur histoire, l'histoire des autres, et le partager avec ceux qui vont prendre le livre, et je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça incroyable comment t'es... En fait, c'est marrant parce que quand tu dis « Ah bah tiens, j'ai vu la photo, du coup j'ai appelé le gars, et le gars je lui dis vas-y on va prendre des photos, etc. » Et en fait, t'es vraiment comme ça. Ouais, t'es vraiment comme ça. Nous, on s'est vu à la projection, bim, les gens ils sont sortis, tu m'as pris « Adrien, faut qu'on parle, faut qu'on truc, on va faire des projections ensemble, on va faire... » Et en fait, je trouve ça dingue comment tu sais, comment dire, utiliser finalement ce que la vie elle te donne. Exactement, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, t'es hyper vif dans le sens où dès l'instant, la vie elle t'envoie des signaux et je trouve que t'es hyper alerte de ces signaux-là. Il y a un côté très spirituel finalement dans tout ça, tu vois, avoir confiance en la vie. Bien sûr. Et je trouve que c'est intéressant parce que tu vois, même ton livre finalement, du jour au lendemain, tu nous appelles, il y avait le docu, il y avait le truc, ah bah attends, mais je suis en train de faire un livre, bah attends, mais je vais vous prendre vous, bim. Et finalement, est-ce que c'est pas ça la recette? C'est un peu ça, de la vie, tu vois, Exactement.
d'aller piocher un peu Ouais. à droite à gauche sans utiliser les gens, sans utiliser quoi que ce soit, sans profiter, tu vois ce que je veux dire, Ouais, aussi. dans le terme négatif du terme, mais vraiment profiter dans le sens positif finalement. Ouais, je pense que ça fait partie de la vie. Aussi, un ami à moi qui s'appelle Kamel de Brooklyn, je big up un peu, parce qu'il a été vraiment important dans la construction de ce livre. On s'appelait, on échangeait à travers la vie, et il y avait des infos, je lui disais, mais ce que tu dis, c'est ouf. Et lui, il me disait, ouais, tu sais, quand t'écris, il faut que t'écrives comme tu le sens, et ne fais jamais rien précisément. Et je lui dis, mais c'est ce que je fais toujours, hein. Rien ne peut être précis, au tight près. Je lui dis, il me dit, ne fais rien précis parce que tu vas prendre du retard et tu vas être sur le précis, et finalement tu seras jamais content et tu vas devoir refaire jusqu'à 100 et tu perds du temps, de l'énergie. Je dis, mais c'est exactement ce que je fais, Kamel. Je le fais comme je le fais, en fait. Je le fais comme je fais. Et finalement, la vie, c'est un petit peu ça. On se nourrit de plein de choses. Il y a des bonnes épreuves, des moins bonnes, et on garde tout ce qui est bon, et puis on reconstruit d'année à année. Et c'est ce que, en fait, c'est l'enrichissement de la vie, tout simplement. Et voilà, moi, je prends, c'est vrai, il y a des trucs qu'on connaît, à chaque podcast, à chaque info, à chaque documentaire, il y a des trucs que tu te nourris, forcément. Et même quand tu sais, en réécoutant le truc, il y a des trucs que tu sais, et ça, j'ai oublié. Ça, je suis passé à côté. Mais le fait de l'avoir écouté 2 fois, 3 fois, ça, tu le reprends, tu dis, putain. En le réécoutant, j'ai mieux compris le truc. C'est comme quand on regarde C'était pas le moment. Voilà. Des fois, c'est sur ce moment-là, on comprend certaines choses. Comme on regarde un film, on comprend pas. La première fois, quand je vais voir Boys in the Hood, pour moi, je dis, mais c'est quoi ce film de fou? Les mecs, ils tuent, il a rien fait. Mais après, il y a une histoire à travers tout ça, tu vois. Et c'est là que j'amène les Teddy Corona, les Kiri à regarder ce film, parce que forcément, il y a une chute à travers tout ça. Il y a une interaction, il y a un truc à réfléchir à travers tout ça. Tu vois, dans la société américaine, oui, on tue. Mais ce film avait déjà, il envoyait des signaux. Et là, en le regardant 3 fois, c'est ça que j'avais compris derrière. C'est pour ça que je suis vachement... je regarde un documentaire, ça m'intéresse. Je le regarde une autre fois, et là, je comprends mieux, toi. Donc, il n'y a jamais de choses précises. C'est la précision va te faire perdre du temps, surtout quand tu n'es pas là-dedans. J'ai jamais été un mec précis, je veux ça comme si, le petit... non. Et si tu n'es pas content de ce que tu fais, tu refais autre chose et puis tu progresses au fur et à mesure. Pour moi, j'appelle ça la discipline. Quand les gens parlent de discipline, quand tu parles de discipline à quelqu'un, peut-être la discipline, ça lui fait peur, tu vois. Tu dois être discipliné, là. De quoi il me parle? Je viens d'arriver. Non, la discipline, ça peut être... je me suis gouré, mais je vais recommencer. Ouais. Je vais recommencer jusqu'à y arriver. Et ça, c'est la discipline. C'est de recommencer à chaque fois, pas lâcher, recommencer, jusqu'à temps que tu réussisses. C'est ça, pour moi. C'est quoi le truc qui t'a le plus inspiré dans ta vie? Ou la personne? Tu sais, moi, c'est la mater. C'est la mère qui m'a plus... Ouais. C'était une source d'inspiration dans tout le combat qu'elle a fait. Forcément, c'était une femme qui n'a pas vécu sa jeunesse pleinement. Elle a eu un beau mariage, apparemment, ce que disaient mes grandes tantes, toute la famille. C'était quelqu'un qui avait qui se promenait avec son mari dans cette petite campagne d'Anse-Bertrand. Ils étaient toujours bien sapés le dimanche, bras dessus, bras dessous, parapluie, même quand il faisait des 50 degrés. Mais ça s'est dégradé tellement vite quand elle est arrivée en France qu'à l'âge de 40 ans, elle n'a pas vécu sa jeunesse jusqu'à qu'elle soit partie en 2012, toi. Donc avoir une jeunesse dégradée à partir de 40 ans, ne pas avoir vécu sa vie, mais tout donner à ses enfants, malgré qu'elle était en difficulté financière et difficulté de vie sociale, c'est ma plus grande inspiration aujourd'hui, tu vois. Donc ça prouve que avec peu de choses entre les mains, qu'on arrive à faire des grandes choses, alors qu'on a pas mal de choses, on peut inspirer les gens, on peut donner aux gens, on peut donner à des gens en précarité. Et ça a été aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est l'une de mes plus grandes forces quand je pense à un truc que je suis en difficulté. Je dis, mais ta mère, comment elle faisait? Je dis, c'est vrai que, allez, je repars parce qu'elle n'a jamais lâché ce combat, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, comme tu es coach et comme tu transmets tout ça, c'est quoi aujourd'hui pour toi pourquoi tu es coach? Enfin, pourquoi tu fais cette transmission? C'est quoi ton pourquoi à toi de transmettre, tu vois?
Déjà parce que j'aime ce sport, je suis passionné par ce sport, parce qu'il inculque pas mal de valeurs, de respect déjà. C'est une valeur de respect d'arriver à l'heure, de ranger le matériel, de ne pas s'insulter sur le terrain. Et après, il y a cette valeur d'engagement, de s'engager dans ce qu'on a voulu signer. J'ai signé pour faire du basket, donc je m'engage je m'engage à suivre, de partager le ballon, je m'engage à écouter le coach, je m'engage à défendre parce que le coach m'a dit de défendre, parce que je m'engage à supporter les choses qui vont se passer sur le terrain. Et c'est le sport dans toute sa naturalité, quoi. Le sport, c'est à la fois un moyen d'insertion et de s'insérer dans la société, tu vois, c'est important. Et moi, pourquoi je fais ça? C'est pour inspirer les jeunes, parce que quand on était à leur place, quoi. Je me dis qu'un jeune avec une tête bien faite peut s'en sortir dans tous les moyens, tu vois. Tu peux crier sur lui, mais lui expliquer pourquoi je crie sur toi. Et voilà, le faire progresser parce qu'il a envie de progresser. Mais je lui dis, mais par contre, on n'est pas qu'au basket pour le basket. Si tu as le moindre problème dans la vie, on peut en parler. Et tu vois, il y a des gens qui le démontrent pas sur le terrain. Ils jouent bien, tout ça, mais peut-être leur vie sociale, elle est chaotique, tu vois. Et ça, il faut, des fois, j'arrive des fois à détecter ces petites choses-là, tu vois. Et c'est ça qui m'intéresse, de faire progresser les gamins. Et quand je suis en club comme ça, je leur dis, alors c'était bien l'année, ouais, c'était bien, non. Et je les revois 3, 4, 5 ans après, peut-être le gamin, il s'est marié, peut-être qu'il a changé de vie, il fait plus de basket, mais il a retenu quand même quelque chose de moi. Je me rappelle, tu avais raison quand tu disais ça à l'époque, j'ai revu un truc là, tu avais raison. Et moi, ce que je fais ça, c'est pour que les gamins, un jour, ils s'en sortent et qu'ils aient une tête bien faite, qu'ils se disent, je suis passé par là, il y avait Manu, et puis il m'a dit ça, et puis ça s'est toujours bien passé avec lui, quoi. Crier après les gamins, tu peux crier après les gamins, mais il faut leur expliquer pourquoi, je pense que c'est ça. La clé, elle est là, en fait, leur expliquer pourquoi tu cries. Tu shootes là, je veux pas que tu shootes là. Pourquoi je veux pas que tu shootes là? Tu vois, je défends, je fais la faute, pourquoi tu as fait la faute? Pourquoi tu l'as pas laissé passer? Je pense qu'il faut être un peu explicite dans tout ce que tu racontes. Ouais, pédagogue, mais d'une certaine manière, quoi. Il y a pédagogue et la pédagogie un peu fofolle, un peu dureté. Moi, j'ai toujours été... faut pas se dénaturaliser quand t'es coach, toi. Si t'es calme, t'es calme. Si t'es un coach un peu punchy, qui met la patate, mais tout en étant calme, moi, je suis un peu comme ça. Je mets la punchy, je veux que les mecs se battent sur le terrain, mais avoir un discours très calme, explicite, tu vois. Et après, il y a des coachs qui sont vraiment dans la dureté, dans une droiture, je t'ai pas dit ça, tu dégages. Il y a des coachs qui sont... ils développent leur truc. Après, je sais pas si c'est la bonne ou la moins bonne des façons, mais je pense qu'il faut avoir, c'est comme dans tout, dans l'éducation, il faut avoir un juste milieu à travers ça, tu vois. Et des moments, il faut taper des gueulantes, mais expliquer pourquoi on le fait. Voilà. Et justement, moi je parle beaucoup, en tout cas je travaille principalement avec des associations, etc. Toi tu as monté collectif, association c'est associer des gens aussi, c'est un collectif. C'est quoi pour toi, est-ce qu'il y a des règles justement pour monter un collectif? Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une manière de faire pour créer une cohésion, toi dans l'équipe? Tu travailles dans un sport aussi qui est un sport collectif. Donc comment on fait pour créer ce collectif, pour... Tu vois, comment on fait ça? Moi, je pense qu'avant de créer un collectif, avant tout, ce qu'on recherche, c'est une aventure humaine. Je pense que sans qu'il y ait ça, il n'y aura pas de collectif. On cherche une aventure humaine, c'est comme dans tout, quand tu fais un recrutement dans ton équipe de basket, de foot, de hand et tout, le recruteur, forcément, c'est le coach, c'est lui qui est en responsable. Il crée des synergies en ramenant des personnes qui vont être connectées tous ensemble. Mais sans leur valeur humaine, c'est pour ça qu'on mène des entretiens, pour savoir un peu sa détermination, qu'est-ce qu'il pense de la vie et tout. Et sans ces explications, s'il n'y a pas la valeur humaine qui est compatible avec ce que tu vas démontrer sur le terrain, ça ne peut pas marcher. Et je trouve que c'est comme ça qu'on monte un collectif. Est-ce que lui, il est dans les mêmes valeurs humaines que toi? Est-ce que lui, il est dans les mêmes développements que toi? Est-ce que lui, il a les mêmes convictions que toi, tu vois? C'est ça, est-ce que lui, il est dans le même engagement, dans ses valeurs qui est respect, soutien, solidarité, tu vois? Elle dit, non, moi je suis pas dans le soutien, non, les trucs d'engagement, ils peuvent pas être connectés ensemble, parce qu'ils seront toujours fight. Et des fois, forcément, dans le collectif, il y a des mecs qui sont à part, parce qu'ils pensent un peu
ils pensent à leur patrimoine, tu vois ce que je veux dire. Ils pensent à leur tête et puis ils disent ouais, je suis le collectif. Mais avant tout, ils pensent à eux, tu vois. Et c'est ça qui, au bout d'un moment, qui déconnecte dans tout ce que tu fais. Tant que tu as des... et à travers tout ça, si tu laisses rentrer quelqu'un qui a un maillon faible et qui pense qu'à lui, ça va... parce qu'il ira parler là, dans le vestiaire, il ira, ouais, le coach, ouais, les potes, ouais, lui, c'est pas comme ça, non, lui, il joue plus que moi. Si tu laisses un maillon comme ça rentrer dans le truc, alors que tout le monde est solidaire, ils sont là, on gagne, on perd, c'est pas grave, on rectifie, on y va le lendemain. Là, ça sera la meilleure synergie, la meilleure équipe possible, quoi. Intéressant, très intéressant. Depuis quelque temps, j'ai une question que j'aime bien et que j'ai posé beaucoup en Afrique, justement, sur la jeunesse africaine. Mais je pense qu'on peut parler, finalement, je me rends compte qu'on parle finalement d'une jeunesse mondiale, parce que finalement, aujourd'hui, il n'y a vraiment plus trop de différence entre nous tous dans le monde. Toi, ce serait quoi ton message à la jeunesse aujourd'hui ? La jeunesse, c'est... Il n'y a pas de... Je pense que les messages, il y en a tellement. Après, il y a un message global, c'est que... J'aime pas dire le truc comme tout le monde, croyez en vous, lâchez rien. Moi, je dis, c'est pour ça que je te demande, je sais que tu vas pas dire ça. Tu connais, hein. Moi, je suis plus pour... J'ai deux phrases qui justifient bien la jeunesse, c'est le cœur et la tête, quoi. Tout se passe ici, tout se passe là-dedans. Voilà, à un moment, il faut croire là et il faut croire là. C'est ça le développement de la jeunesse, c'est le cœur et la tête, tout simplement. Donc après les messages, croyez en vous, les trucs qu'on voit sur les réseaux, tout ça. Avant tout ça, il y a autre chose, avant de croire en vous, peut-être que tu sais pas, dans l'état et ce gamin, tu sais pas quoi. Ouais, tant qu'il y a ça, je regardais un documentaire l'autre fois, il y avait un mec super intéressant qui parlait de la santé. Il y a que ça qui est... Tu peux être riche, pauvre, quoi, tout ce qui compte, c'est la santé, en fait. S'il n'y a pas la santé, il n'y a rien à travers ça. Et c'est pas après qu'on se dit, il y a l'argent, la santé, et quand il n'y a plus la santé, l'argent, ça sert à rien, tu vois. Et quand il y a la santé, l'argent, les gens pensent que quand la santé diminue, ils pensent qu'avec l'argent, on va refaire la santé. Non, ça c'est mort. Quand tu dis le cœur, il y a la santé, mais il y a aussi le cœur, je pense, l'amour qu'on peut avoir, Exactement. etc. Comment on développe le ceur en soi, sans le côté santé ? On l'a dit tout à l'heure, par la simplicité, par cette humilité qu'on a, tu vois. Même si on est grand, on a de l'argent, l'humilité, c'est ce qui nous donne le cœur, l'amour, tu vois. Ce qu'on partage aux gens, être disponible pour les gens, partager un peu son savoir. Ça, c'est important. Des gens qui savent pas des choses, leur cultiver des choses. C'est comme ça qu'on partage, en fait. Le partage, il n'y a pas plus grand comme amour, en fait. Ouais. Carrément. Top. Merci beaucoup, Manu. Merci. T'as un mot de la fin ou pas ? Un mot de la fin ? Un mot ? Motivation à 100%, voilà. Toujours rester motivé, mental de fer. Big up. Yes, allez. Merci beaucoup. Super. Au top. Yes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sens jusqu'au bout. Si ces histoires t'ont inspiré ou touché, partage-les autour de toi, donne une note ou laisse un commentaire pour aider à amplifier leur impact. C'était Sens et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus d'histoires inspirantes et de projets qui changent le monde.